Bonjour à tous, mercredi 2 juin, bienvenue sur Zoom Invest. Eh bien, je suis encore et toujours Stéphane Van Nuffel, cofondateur de Net Investissement et j'ai le plaisir de présenter ce matin une double table ronde. Alors, on est dans un contexte de marché à la fois un petit peu inquiétant pour nos clients, mais extrêmement intéressant pour les conseillers que nous sommes, puisque je pense que le pilote prend toute sa valeur forcément quand la tempête gronde ou qu'on pense qu'elle va gronder. J'ai donc aujourd'hui deux tables rondes avec des invités de qualité pour parler gestion, allocation, action. Donc là, on va voir un peu s'il y a encore des bullish sur le marché. Et ensuite, on parlera gestion obligataire. Comme ça, on aura à peu près toutes les informations nécessaires pour apporter les bonnes caractéristiques de marché à nos clients. Allez, on attaque tout de suite avec Stéphane Vautron, directeur de la distribution de JP Morgan, Raphaël Thuin, qui est directeur de Capital Markets Stratégie chez Tikeo, et David Mellul, directeur général chez Varenne Capital Partners. Messieurs, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bonjour Stéphane, très bien, on est ravis d'être avec toi, ravis d'être ensemble pour redébattre 2 mois après et faire le point sur ce qu'on avait évoqué tous ensemble. Eh ben tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Alors écoutez, merci. Il fait l'introduction à ma place, mais il est devenu de Non, plus en non. plus parfait. Mais Euh, non, mais tu me poses une question, j'y réponds, c'est tout. tu as raison, Stéphane. Je rebondis justement. Comme ça, on attaque tout de suite dans le vif. Quand on s'était parlé fin mars de mémoire, il y avait un espèce de consensus assez haussier et plutôt assez optimiste, malgré encore le confinement, les nombres de vagues, on savait pas trop, mais il y avait en tout cas moins d'incertitude qu'il n'y paraît aujourd'hui. Là, il y a une forme de retour d'incertitude. Il y a des points hauts qui ne cessent d'être touchés, dépassés, etc. Et on sent arriver, en tout cas nous, conseillers en gestion de patrimoine, cette espèce de frein de nos clients qui nous disent est-ce que je ne devrais pas attendre. Et est-ce que attendre est une bonne solution? Non, puisqu'on sait que à force d'attendre, il se passe plus rien. Donc le serpent se mord la queue. Qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui sur ça? Est-ce que c'est la fin d'un consensus optimiste? Est-ce que c'est réellement la tempête qui commence? Quel est ton point de vue, toi, chez JP Morgan? Écoute, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, le consensus se délite dans la mesure où nous, déjà, le premier marqueur pour le constater, c'est la typologie de notre collecte. On l'évoquait ensemble à l'instant, c'est-à-dire qu'en réalité, là où en début d'année, eh bien, on assistait à une collecte assez spectaculaire, il faut le dire, sur essentiellement la gamme action, et notamment les produits les plus dynamiques de la gamme action. Aujourd'hui, on voit très clairement une collecte qui s'équilibre entre toujours une collecte sur les produits actions, mais qui s'est clairement ralentie, et une accélération de la collecte sur les supports les plus prudents, les plus asymétriques, et notamment, je pense à nos stratégies globales macro. Donc, on voit très bien se dessiner justement cette incertitude que tu indiquais, qui est légitime dans la mesure où, effectivement, on l'avait déjà évoqué la dernière fois, eh bien, on a assisté à une très bonne tenue du marché l'an dernier dans un contexte de forte récession, avec un marché qui continue à progresser en anticipation d'une reprise très forte et qui commence à s'amorcer. Mais quelque part, effectivement, ce qui désarçonne nos investisseurs, c'est qu'il manque une jambe dans le raisonnement. C'est-à-dire que là où, en fait, il y a une dégradation, même ponctuelle, de l'économie et donc des résultats, il n'y a jamais eu de baisse. Donc c'est vrai que c'est un petit peu troublant. Et puis par rapport à notre dernière conversation, effectivement, rien n'a changé, voire même la situation d'un point de vue fondamental. Les publications sont excellentes, hein, c'est-à-dire que globalement, on a eu un indice de surprise sur les publications des résultats au premier trimestre aux États-Unis de 25% supérieur aux attentes. Pour vous donner une idée, en général, c'est 3% en moyenne depuis 2004, hein, donc vraiment des publications très fortes, et notamment sur la partie cyclique. Et puis, globalement, les marchés ont progressé de 5%. Donc, c'est vrai que les marchés ont continué à progresser, avec quand même, tu parlais du front de la pandémie, quelques dégradations sur ce front-là, hein, qui commencent à inquiéter les investisseurs, notamment venant d'Asie. Hein. L'Asie, en règle générale, qui faisait figure de très bon élève, là, on voit que la situation, bien sûr, s'est dégradée en Inde. Là, ça semble être sous contrôle. Mais en revanche, ça se détériore fortement dans des pays comme la Thaïlande ou le Vietnam, qui avaient été des très bons élèves sur la première phase de la pandémie. Et ça, ce sont des éléments inquiétants, notamment pour toute la chaîne de production et pour ce qui inquiétait aussi le marché, la reprise de l'inflation liée à des tensions sur des chaînes d'approvisionnement. Pour vous donner juste un exemple, le Vietnam, c'est 50% des exportations de Samsung en termes de production. Donc s'il y a un problème en termes d'épidémie au Vietnam, ça pourra avoir des impacts et des dommages collatéraux sur le niveau d'inflation constaté dans les pays développés. Donc ça fait ressurgir des inquiétudes que nous avons déjà, et la principale d'entre elles étant la modification des politiques monétaires. On n'y est pas, mais si elles interviennent plus tôt que prévu, ça pourrait faire effectivement vaciller le marché. D'où ces inquiétudes. Fondamental bon, marché cher. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux?
Ok, merci Stéphane. On parlera de ça dans la deuxième partie. On essaiera d'aborder un petit peu plus les zones géographiques parce que j'ai quelques interrogations et je pense que mes confrères aussi. Raphaël, pour rebondir sur ce que dit Stéphane, est-ce que vous faites la même analyse? Est-ce que tu as la même approche ou est-ce que tu as une vision différente finalement de tout ce maelstrom d'informations négatives et positives à la fois qui donne un petit peu de flou en fin de compte? Écoute, je trouve que le timing de cette discussion est intéressant parce qu'effectivement, il y a 2 mois, on était tous constructifs, les fondamentaux du marché sont excellents, aucun doute là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on atteint un peu un point d'inflexion. On a effectivement eu une très bonne saison des résultats, mais cette saison, elle est maintenant derrière nous, elle est terminée. La prochaine saison des résultats, elle sera probablement plus marquée par des problématiques justement d'inflation, de supply chain, de risques sur les taux de marge. Donc de ce point de vue-là, peut-être que le meilleur est derrière nous. La croissance économique, elle explose, mais elle est probablement à un pic aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en phase d'un ralentissement, alors certes relatif, mais un ralentissement sur les mois qui viennent, c'est probable. Les politiques fiscales, même histoire. Le marché a littéralement été porté par l'agressivité des gouvernements à soutenir les économies. Aujourd'hui, on est plutôt en train de parler de couper le robinet, comment on sort de cet état de fait très particulier. Moins de stimulus en vue. On sait aux États-Unis en particulier que la consommation a été boostée par les chèques de l'administration Trump puis Biden. Ces chèques-là, ils ont maintenant été dépensés. Donc là encore, un point d'inflexion. Et puis, en termes monétaires, on y est franchement. Quand on prend la photo globale, le resserrement est en cours. Aux États-Unis, en Europe, on commence à avoir ces conversations qu'on n'avait pas lors de notre premier webinaire il y a 2 mois. Et donc là aussi, on est en train de passer les épaules, on est en train de passer dans la phase 2. Et c'est important en termes d'allocation, parce que le marché, comme on le sait, et c'est bien documenté, il regarde les niveaux absolus, mais il regarde aussi le sens du vent. Il regarde la direction des indicateurs. Et si ces indicateurs venaient à changer un petit peu de direction, ça pourrait avoir de l'impact sur la performance des actifs risqués. Donc, comment gérer un marché comme ça où les fondamentaux sont bons, mais on sent une espèce de ralentissement? Il faut rester investi de notre point de vue. Et tu l'as dit, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne peut pas timer le marché. Il faut raisonner long terme. Et de ce point de vue-là, être investi, c'est important. Mais peut-être être prudent, être flexible. On va probablement avoir des bons points d'entrée pour remettre du risque, garder un petit peu de volant de ce point de vue-là. Et puis la dernière partie peut-être du raisonnement, c'est d'essayer d'utiliser ce phénomène de dispersion qu'on regarde de près et qui est assez propre au marché post-Covid, qui fait qu'aujourd'hui, avec les remontées des taux d'intérêt et l'incertitude générale, on a des segments de marché attractifs, on a des géographies On va, attractives, des non attractifs, et c'est là-dessus qu'il faut se on concentrer. va, Ouais, on va y revenir. J'ai noté, Raphaël, parce que ça m'intéresse, voir un petit peu vers quelle typologie finalement de secteur ou de zone géographique on pourrait tourner notre regard, parce que j'ai toujours du mal, même si on est dans une économie globalisée, à imaginer que tout soit autant lié en ce moment. Et l'importance des flux pourrait évidemment impacter telle ou telle catégorie d'action. David, comment est-ce que tu analyses, toi, chez Varenne, avec une vision finalement assez étendue dans votre gestion? Est-ce que c'est pas forcément des scénarios qui sont peut-être favorables finalement à votre gestion, ou est-ce que là aussi, tu as une analyse qui mélange comme ça beaucoup d'éléments et qu'il faut avoir, enfin, faut garder la tête froide, on va le dire comme ça. Alors effectivement, l'environnement actuel est un environnement qui est favorable à notre gestion et ça se retrouve dans les chiffres de collecte avec près de 400 millions d'euros de collecte nette depuis le début de l'année, ce qui nous fait approcher des 3 milliards sous gestion. Nous, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que, un peu dans le prolongement de ce que disaient mes confrères, 80% des earnings sur l'année 2020 qui ont été publiés aux États-Unis ont battu les consensus. Donc ça, Oui. c'était très surprenant au regard de l'année qu'on a eue l'année dernière. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les short sellers, donc ceux qui mettent une pression baissière sur les marchés, ne sont pas revenus en masse. Ce qu'on observe également, c'est que les valorisations sont globalement élevées, mais pas encore en environnement de bulle. Ça s'explique au regard du niveau des taux. Quand les taux sont très très bas, on cherche, enfin, c'est un coup d'opportunité, hein, on cherche à placer son argent, et donc en évitant les taux négatifs évidemment, et donc finalement ça donne un petit supplément de prime au marché action. Maintenant,
on parle de fin de période d'optimisme. Moi, je pense que c'est c'est le retour de la lucidité, la fin de la complaisance. On avait des entreprises qui affichaient des PE de 80, ce qui paraît énorme. Celles qui ont confirmé ces niveaux ont été sanctionnées par les marchés. En général, ce sont celles qui ont le plus monté ou celles qui ont détruit le plus de valeur. Dans le même temps, on en a qui sont passés de 80 à 20. Comment ça a été rendu possible de faire ça? Parce qu'il y en a qui ont très bien traversé l'environnement 2020, avec une baisse des coûts de financement, donc finalement une baisse des frais de structure, on va dire, pour simplifier. Et dans le même temps, elles ont réussi à maintenir leur niveau d'activité. Ainsi faisant, elles ont augmenté leur marge, et donc les bénéfices, et donc une baisse surprenante des price earnings. Donc ce qui paraissait très cher il y a 2 mois, paraît pas cher aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut rester prudent, mais ça, je pense que c'est l'essence même de notre métier. Il faut être sélectif. Il y a énormément d'opportunités à aller saisir aujourd'hui. Alors, fin de l'optimisme, peut-être, quand je regarde, alors dans notre univers à nous, qui est réduit, on applique des facteurs de réduction d'univers, mais les sociétés qu'on suit et qu'on a en portefeuille ont toutes revu à la hausse leurs prévisions pour l'année 2021. Donc, globalement, il y a encore des fondamentaux qui sont extrêmement solides. Il faut faire la différence entre des sociétés qui traitaient à prime et qui vont être sanctionnées et celles qui paraissaient traiter à prime et qui finalement vont être portées par les marchés les marchés qui vont comprendre demain qu'en réalité, ce qui paraissait cher ne l'est pas tant. Ok. Non, mais c'est sûr. Merci d'abord, David. C'est sûr que, voilà, typiquement, on a eu, je pense, une année 2020. Alors évidemment, l'élément sanitaire nous a beaucoup troublés, mais derrière, il y a eu des rallyes. Je pense, pour faire très simple et caricatural, sur la partie nouvelle tech, etc., les médias, l'entertainment. Donc, je pense au Netflix, au Amazon, etc. Forcément, qui sont quand même pas mal touchés. L'intelligence artificielle qui a porté l'année 2020, elle prend un peu fort parce qu'évidemment, on est exactement dans ce que vous venez de dire. Peut-être c'est la fin. Moi, j'ai noté la fin de la complaisance. C'est intéressant comme terme, je vais le garder. Quelle est la bonne réaction à avoir dans ce contexte, Raphaël? Est-ce qu'il y a encore de la place, rassure-moi, pour les opportunistes, que j'en fais partie? Moi, je frise la naïveté. Euh, ou alors, ce qui est réellement sécuriser nos allocations, ça ne veut pas dire tout sur le fonds euro ou tout sur l'immobilier, mais est-ce qu'il faut aujourd'hui faire du long short, faire du global macro? Est-ce qu'il faut faire que du flexible? Comment est-ce que tu analyses le marché et vers quoi votre gestion se tourne aujourd'hui chez Tikeo? Écoute, je rejoins tout ce qui a été dit sur le fait qu'il y a des opportunités avec cette dispersion, il y a des choses à faire. Donc, ne restons pas assis sur nos mains. Nous, il y a un segment qu'on étudie beaucoup, qu'on aime bien, c'est le segment de la qualité. On l'étudie parce que quand vous regardez les tendances long terme de ce segment, c'est un segment qui surperforme le reste du marché. Sur des temps très longs, des cycles de marché complets, sur plusieurs décennies, ce segment surperforme très significativement. Donc on va regarder beaucoup ces entreprises de qualité. Donc, on va parler des meilleures compagnies en termes de taux de marge, en termes de retour sur capitaux employés, des faibles taux de levier. Voilà, ces noms de grande qualité qui dominent certains secteurs. Et lorsqu'on regarde ce segment aujourd'hui en relatif au reste du marché, ce segment, il est attractif. Comment l'expliquer? On a depuis novembre un marché qui a fortement spéculé, qui a favorisé beaucoup de noms qui étaient des noms de croissance sur le très long terme, où on va regarder la croissance dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On sait de quel nom je parle. On sait aussi que les noms à fort levier ont aussi surperformé. Voilà, le marché est très spéculatif. Et donc, en relatif, les noms un petit peu plus prévisibles, un petit peu plus connus, un petit peu plus ennuyeux finalement, qui sont les noms de qualité, ont moins bien performé et en termes de valorisation sont devenus attractifs. Donc finalement, quelle chance pour l'investisseur. Inutile d'aller faire des paris compliqués, spéculatifs sur certains noms, certaines histoires à des niveaux de multiples très élevés, alors qu'on peut se concentrer sur un segment qui historiquement est un segment qui surperforme et qui apporte de la valeur. Donc c'est vraiment ce qu'on cherche à faire chez Raphaël. En termes de segment, par exemple, un secteur qu'on suit beaucoup, c'est le secteur des biens de consommation durable, qui est lui grand pourvoyeur d'entreprises de grande qualité, encore une fois avec des taux de croissance, des sources de croissance bien définies, des taux de levier faibles, des notions de barrières à l'entrée qui vraiment sont intéressants de ce point de vue-là. Et on a étudié récemment que finalement, en relatif au reste du marché,
les niveaux de valorisation de beaucoup de ces compagnies de grande qualité dans les biens de consommation durable sont au plus faibles depuis la bulle Internet. Donc aujourd'hui, on a accès à cette qualité à des multiples qui sont très attractifs. C'est pas qu'ils sont pas chers en historique, ils sont sur la moyenne historique, mais comparé au reste du marché qui traite à des multiples très élevés, c'est très attractif. Donc voilà, on incite nos clients à avoir ce genre de raisonnement. Ok, super, merci. Écoute, je viendrai te taquiner après. Dernière question sur justement à travers quelle offre Tikeo on peut retrouver ces opportunités. David, même question. Ton conseil dans le contexte aujourd'hui, on reste opportuniste. Tu nous avais très clairement la dernière fois donné plusieurs pistes avec des choses parfois très surprenantes parce que c'est bien aussi de savoir prendre le contre-pied. Est-ce que c'est toujours la même idée, la même doxa chez Varenne en ce moment? Exactement, il n'y a rien qui a changé. Globalement, on est dans le prolongement de ce que nous disions. L'analyse que nous faisons n'a pas réellement changé. Le point d'attention, c'est le rythme d'inflation et la nature de l'inflation. Ce qui est formidable dans notre métier, c'est que tout est une source d'opportunité. Avec la gestion que nous proposons, on peut tirer avantage de toutes les configurations de marché. Et donc finalement, une inflation d'un certain type qu'on pourrait craindre sur certaines poches, eh bien, il faut savoir finalement tirer avantage en allant créer une exposition qui va générer de la performance en cas de survenance de cette configuration. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a gardé les mêmes positions en portefeuille sur la poche des convictions fortes, avec toujours une exposition importante sur notamment le secteur des semi-conducteurs, enfin des fabricants, des équipementiers de semi-conducteurs. On a toujours des positions en titres individuels avec des convictions qui sont très fortes, comme par exemple Pandora, comme par exemple Alphabet. J'avais cité Ryanair, donc je continue. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que si on parle d'inflation, il y a des choses qu'il faut essayer de faire. L'inflation, on la craint, enfin on la respecte tant qu'elle est maîtrisée et qu'elle est accompagnée d'une croissance raisonnable. On la craint dans certains cas. Il est possible de tirer avantage de ça. Déjà, si on a une hausse des taux longs, il peut y avoir, par exemple, des secteurs qui vont être portés. Donc, nous, on avait créé une exposition sur le secteur bancaire via des instruments optionnels dont on tire, qui ont généré énormément de performance depuis 9 mois. Lorsqu'on parle d'une inflation l'inflation qui pour moi est à craindre, c'est l'inflation par les coûts. C'est cette inflation qui vient étrangler finalement les entreprises parce qu'elles ne peuvent pas projeter sur le prix de vente final bien cette hausse de coûts. Cette inflation par les coûts, on l'a connue dans les années 70, elle a été très difficile. Elle vient étrangler les entreprises, elle vient également paupériser une partie des ménages, et dans le même temps, elle vient durcir encore un petit peu la situation pour les banquiers centraux. Bien, cette inflation par les coûts aujourd'hui, concrètement, comment on pourrait, si elle venait à se matérialiser, en tirer avantage? Bien, nous, chez Varenne, on s'est dit que à un moment où on parle énormément de l'Internet des objets, de la voiture électrique, de la 5G, eh bien, la demande mondiale de cuivre devrait exploser. Et donc, on a créé, dans tous nos fonds, une exposition longue au cuivre. Ce qui permet d'avoir une sélectivité sur des sociétés dans lesquelles on croit dans l'environnement actuel, qui devraient continuer à créer de la valeur, et en même temps, avoir d'autres moteurs de performance, je sais Stéphane que tu aimes bien ce terme, qui peuvent venir aux côtés des convictions très fortes, générer de la performance, soit en complément, soit en alternative. Et donc, raisonnablement, le retour de la lucidité, c'est formidable. La fin de l'optimisme des marchés m'intéresse peu. Finalement, est-ce qu'il y a toujours des opportunités? Est-ce que nous avons, nous, en tant que professionnels de l'investissement, des raisons d'être optimistes? Oui, nous en avons. Il y a des opportunités à les saisir. Voilà. Est-ce qu'on ne doit pas craindre, David, juste 30 secondes, mais moi je regarde parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que ça a un impact très fort en géopolitique, donc c'est fascinant. Est-ce qu'on n'a pas à craindre quelque chose sur ce super cycle des matières premières? Parce que tu parlais du cuivre, qui était historiquement chez vous plutôt un outil de couverture de mémoire. Là, vous êtes longue carrément sur le cuivre. Donc ça change un peu. Donc on est d'accord que il y a ce super cycle des matières premières, il peut encore être porteur de performance. Tu crains pas que ce soit, que ça puisse mal finir à court terme?
Non, alors je le crains pas à court terme. Effectivement, tu faisais référence à un ancien trade. On avait effectivement été short cuivre en 2011 quand c'était à 10 000 dollars la tonne et on s'est remis long à 6 500. Et l'environnement, la configuration des marchés et la nature de la demande a complètement changé. Okay. Non, ce qu'on observe là, c'est qu'effectivement, il y a une hausse de la demande. Il y a une insuffisance finalement des capacités de production. Et même si on fait des investissements massifs, le temps que ça Il se y a une matérialise, inertie. Ouais. exactement. Il y a un décalage temporel qui fait que naturellement, il va y avoir, comme on a pu le voir sur le secteur automobile et les semi-conducteurs, eh bien, il va y avoir un moment, il va y avoir une pénurie. Un peu, alors pour le coup, elle n'est pas organisée comme on a pu le voir parfois sur l'iPhone ou des choses comme ça. C'est une pénurie qui est subie et finalement qui va faire très mal. Et donc, naturellement, puisque la demande est très très forte, l'offre va être portée. Je m'attends On pas est à ce que donc, ça se développe. on est bien sur de l'opportunité. Exactement. Stéphane, Stéphane, ton point de vue, on sécurise les allocations évidemment. Vous avez chez JP Morgan la possibilité et la chance d'avoir une très large gamme. Comment tu parlais tout à l'heure un petit peu justement en introduction de cette table ronde des réactions de mes confrères et que tu voyais déjà dans la collecte pas mal de mouvements. Comment vous calez là-dessus et qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil pour nous orienter? Nous, notre recommandation, elle sera toujours d'essayer de combiner justement des actifs non linéaires, asymétriques, comme on peut en proposer dans Global Macro Opportunities, avec des perspectives de croissance de long terme. Je pense que Raphaël a évoqué une notion intéressante sur des valeurs ennuyeuses. Et je partage ce point de vue sur certains thèmes qui l'ennui a du bon, effectivement. On peut penser à des thèmes longs qui vont pas nécessairement être ceux qui vont être les plus réactifs aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons parce que ce ne sont pas ceux qui affichent les croissances de court terme les plus dynamiques. Et on voit bien que le marché est un marché quand même très momentum, très orienté, focalisé sur le glissement annuel. Et donc, c'est peut-être l'opportunité de se positionner sur des thèmes de croissance long qui affichent aujourd'hui des croissances courtes, de moins bonne qualité que justement des thèmes cycliques dont la croissance en termes de pérennité est beaucoup moins lisible. Donc on peut penser à de la santé, hein, c'est un des thèmes qui nous est cher en règle générale, qui affiche une décote par rapport au S&P 500 de l'ordre de 25%, alors même que les perspectives de croissance longue sont solides, assises sur de la démographie, peu sensibles au cycle, bref, beaucoup de choses qu'on peut apprécier en tant qu'investisseur de long terme. On peut penser aussi à la Chine, hein, en règle générale, là aussi il y a un thème de croissance qui n'est pas remis en cause à l'heure actuelle, mais simplement comme le momentum de croissance chinois, et pour cause, hein, la Chine ayant pris une avance considérable dans le cycle, en étant plus résilient l'an dernier, en affichant une très forte croissance dès la fin de l'année dernière, eh bien forcément, eux, ils en sont déjà à une phase de normalisation de la politique monétaire et de normalisation Évidemment. de leur croissance sur une tendance plus pérenne. Est-ce que c'est pas le moment, hein, justement dans un contexte où la Chine affiche une performance à peu près nulle depuis le début de l'année, de constituer des positions sur un actif qui, on le sait en réalité, va générer d'excellentes performances de long terme parce que proposant énormément, là pour le coup cochant toutes les cases que cherche l'investisseur, la partie technique, hein, ça va peser de plus en plus lourd dans les allocations stratégiques des investisseurs de façon large, la valorisation, c'est moins cher que les marchés développés, c'est un argument qu'on utilise à outrance pour les marchés européens sans l'employer sur les marchés émergents qui sont beaucoup moins chers alors qu'ils sont beaucoup plus porteurs de croissance. Et donc du coup, on va retrouver quelque part aussi la profondeur de la cote qui va nous permettre d'être sélectif en tant que gérant. Donc énormément d'alignements qui font que c'est un thème très clairement qui n'est pas là pour nous accompagner pour 2 ou 3 mois, mais plutôt pour très nombreuses années, et pour essayer de faire bénéficier les investisseurs du fait que la Chine soit à l'horizon 2030 la première puissance économique mondiale. Donc ça fait aussi partie des thèmes sur lesquels la pause de l'heure actuelle peut être intéressante pour se positionner sur des multiples plutôt attractifs. Mais à côté de ça, effectivement, même si on a beaucoup de ventes arrière, on l'a évoqué, il y a beaucoup de choses qui sont déjà pricées. D'ailleurs, on voit bien que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la value et le cycle qui avaient emmené le marché sur les premiers moments de l'année. C'est beaucoup moins le cas sur les 2 derniers mois où c'est beaucoup plus équilibré entre les thèmes de croissance, entre les thèmes value. Si c'était seulement la value qui emmenait le marché, et on parlait du super cycle des matières premières, à ce moment-là, le Royaume-Uni devrait afficher une super performance, hein, parce que je vous rappelle que l'énergie et les matières premières, globalement, ça pèse 10% des indices mondiaux, ça pèse 30% de la cote au Royaume-Uni. Or, le Royaume-Uni lague le reste de l'Europe. Alors, bien sûr, il y a des raisons liées au cycle autonome du Royaume-Uni, liées au Brexit, mais néanmoins, c'est un bon indicateur du fait que
Aujourd'hui, le marché est plus complexe que ça, qu'en réalité, eh bien, un des éléments du débat, c'était de se dire, est-ce qu'après 10 ans de surperformance de la croissance, on rentre dans un cycle de surperformance durable de la value? Le sujet est sans doute plus complexe que ça, avec des opportunités sur le segment plus value. On a cité les financières tout à l'heure, c'est un élément que nous partageons, lié à la remontée des taux réels. Effectivement, graduellement, ça peut être un élément de performance, mais il y a aussi, justement, et je les ai déjà cités, bien, des éléments de performance à aller chercher sur le segment croissance. Donc, il va sans doute falloir être plus fin dans notre allocation et aussi combiner ces actifs de long terme avec des éléments plus réactifs parce qu'il va falloir protéger les clients contre de la volatilité court terme. Et de la vol, il y en aura, puisque la vol, ce qui est très contre-intuitif, et je te laisse la parole, c'est que la vol est particulièrement basse. Le niveau du VIX a encore baissé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Alors justement, parce que vous voyez, comme d'habitude, parce que la dernière fois, vous vous rappelez, on avait eu 3 quarts d'heure et c'était passé comme ça. Bon, je dois vous annoncer que ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble. Justement, je rebondis sur ce que tu dis, Stéphane, parce que voilà, moi, le constat que j'en fais en vous écoutant, et tous vos arguments sont absolument fascinants, comme d'habitude, c'est qu'en fait, il y a énormément d'informations à prendre en compte en ce moment, plus que d'habitude, je pense, mais c'est toujours le cas. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que on peut se dire finalement tout pour se donner envie ou pour se faire peur à l'inverse. Donc là, justement, très, très rapidement, 1 minute 30 chacun, je vais commencer à aller par David. Est-ce qu'il y a un fonds ou une gamme de fonds et quels sont les 3-4 atouts principaux dans ta gamme qu'il faut mettre en avant là pour sortir de cette table ronde en se disant j'ai entendu beaucoup de convictions, mais qu'est-ce que je retiens et quels sont les 3-4 bullet points que je peux avancer à mon client pour qu'il comprenne ma conviction, moi, CGP, par rapport à ce que m'a dit mon partenaire? Ok, 1 minute 30. L'avantage, c'est que Varenne, on a 3 fonds ouverts. Donc, je vais vous recommander les 3 fonds. La gestion Varenne, elle repose sur la séparation entre les opportunités et les risques. Il y a des opportunités en étant très sélectif et on les saisit sur toutes les stratégies de gestion de Varenne. Il y a des risques. Il faut savoir en tirer avantage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout est une source d'opportunité. Donc, tout ce qu'il faut, c'est identifier ce que le marché va percevoir comme un risque et se positionner pour en tirer avantage. On a la capacité de le faire aujourd'hui. Et donc, que ce soit sur Varenne Valeur, le fonds le moins agressif, on va dire, où on va trouver toute l'expertise Varenne avec ses 4 moteurs de performance. Vous avez un niveau d'exposition sur les convictions longues d'environ 60%. Ça nous paraît parfaitement adapté à l'environnement actuel. Pour ceux qui sont encore un peu plus dynamiques, Varenne Global, toujours fonds UCITS, totalement investi, un peu plus diversifié que nos fonds professionnels, totalement investi sur la poche longue action et les stratégies également de couverture et de décorrélation. Et Varenne Sélection, qui maintenant est éligible sur la majorité des contrats d'assurance vie, qui est un fonds encore plus concentré, totalement investi, où vous allez là encore avoir ces stratégies comme par exemple l'exposition sur le cuivre, comme par exemple l'Eurostoxx bancaire. Vous allez trouver ça sur tous les fonds. Et après, la façon dont on va assembler les briques est fonction du niveau d'exposition sur la poche cœur, longue action. Donc, Varenne Valeur le plus prudent, Varenne Global totalement investi, le plus diversifié, et Varenne Sélection totalement investi, plus concentré sur nos plus fortes convictions. Super, parfait, 1 minute 32, il est impeccable. Stéphane, même exercice. Alors évidemment, comme il y a 872 fonds, bah écoute, je fais comme David, je fais on va toute te la laisser gamme, faire pareil. Vas-y, c'est parti. Allez, on y va. Je vais me faire un café. Non, la recommandation, quelque part, en fait, ce sera toujours le socle d'allocation pour nous, c'est vraiment d'utiliser un Global Macro Opportunities comme quelque part pirogue tahitienne, vraiment l'élément qui va équilibrer l'allocation, qui va permettre de ne pas chanceler dans les moments de plus gros temps. Donc, un Global Macro Opportunities qui a, je vous le rappelle, généré une performance positive sur tous les trimestres de l'an dernier, qui affiche une performance de 3% depuis le début de l'année. Donc, qui fait son travail de générer de la performance dans des contextes plus incertains. Et Dieu sait qu'on est un petit peu à la croisée des chemins, on l'a évoqué, et qui permettra justement de générer de la performance dans des moments de baisse de marché ou de remontée chronique de la volatilité. Je l'évoquais à l'instant, c'est vrai que justement cette incertitude qu'on constate tous, elle devrait se manifester dans les marchés par une remontée de la volatilité qui est revenue à des niveaux extrêmement faibles. Donc ça, c'est pour nous une source d'opportunité pour ce type de stratégie. Et y adjoindre, justement, des perspectives de long terme sur lesquelles le momentum est peut-être un peu moins bien orienté à l'heure actuelle, mais qui sont très porteurs de performance dans la durée. Et je dirais qu'en montant dans l'échelle du risque, je partirais de Global Healthcare, le plus lisible, sans doute le moins volatile de nos fonds actions et aussi qui, justement, est assis sur des tendances très solides. Et puis China iShares Opportunities et nos stratégies sur la Chine, globalement, très porteuses de valeur dans la durée,
un peu plus à la peine ces derniers mois, mais qui justement ont marqué une pause assez légitime après 2 années de performance exceptionnelle. C'est sans doute un bon moment pour constituer des positions sur ces thèmes. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je Super. pense que ce sont nos plus fortes Non, non, mais convictions. très bien, parfait. Non, non, mais c'est très bien parce que comme que ça s'adapte finalement au choix que voudra faire le CGP dans son allocation au prorata du profil et des attentes de son client. Raphaël, même chose, un, plusieurs, comme tu veux. Surtout retenir comme ça 3, 4 atouts principaux chez Tikeo Ouais. pour nos allocations. Écoute, je vais te parler de Tikeo International Cross Asset. Souviens-toi un petit peu de notre vue de marché, marché un peu cher, la nécessité d'être flexible dans la location, d'une part, et puis d'autre Eh oui. part, un segment de qualité qui surperforme sur le long terme et qui aujourd'hui en relatif est attractif. Bah, ça nous conduit naturellement vers ce fonds qui est un fonds mid-vol patrimonial de long terme, un fonds de conviction avec une vingtaine de valeurs en portefeuille seulement. Et puis un fonds qui a fait ses preuves, il a été lancé en 2014 et le stock picking de ces 20 stocks en moyenne depuis 2014, c'est 4,5 d'alpha par an. Donc on espère qu'avec tous ces arguments, on doit pouvoir faire face à un marché qui est cher mais qui a des opportunités sur le segment de qualité. Super, bah écoutez, alors là, Raphaël a été extrêmement concis et parfait. Non, mais c'est super, ça correspond finalement à ce qu'on s'est un peu dit la dernière fois, mais qui se consolide là. Messieurs, 31 minutes passées, mais alors à une vitesse encore, un battement d'aile de papillon. Je vais retenir deux choses aujourd'hui, évidemment, à part la pirogue tahitienne, parce que ça, j'avoue que je ne l'avais pas vu arriver. On a un marché qui est un peu complexe. Il faut beaucoup s'informer et évidemment pas trop non plus parce qu'on peut se faire peur. Donc merci pour la clarté finalement de vos convictions. Merci d'avoir rappelé qu'il y a toujours des opportunités dans n'importe quel contexte de marché. Il faut juste s'intéresser à la gestion de nos partenaires. On va passer maintenant à la deuxième table ronde. Messieurs, je vous dis à bientôt. Évidemment pour un nouveau point allocation marché dans 2 mois. Et puis on verra où est-ce qu'on en est sur Ryanair, n'est-ce pas David? Maintenant, on va retrouver nos camarades pour la gestion obligataire pour une deuxième partie de cette table ronde. À tout de suite.